Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. Je suis encore une fois en très bonne compagnie puisque je suis avec Aline Bartoli, also known as Aline the Bee Boost, qui est coach business, qui est également podcasteuse et botteuse de fesses aussi à ses heures perdues. J'ai vu cette petite phrase sur ton site et je sais que tu le dis aussi souvent en podcast. J'aime beaucoup. Donc, je pense que c'est important de le mettre dans cette petite intro. Bienvenue Aline, merci d'avoir accepté. Comment est-ce que ça va? Écoute Ludo, merci à toi, merci de m'avoir invité. Absolument ravi d'être là et puis prête à botter des fesses maintenant que la couleur est annoncée. Justement, je me suis dit ça va être le bon moment là pour qu'elle vienne un peu botter des fesses sur cet épisode et je pense qu'on aura de beaux partages et de belles prises de conscience dans l'audience. Bon, en tout cas, j'ai déjà hâte d'avoir les réponses aux différentes questions que j'ai à te poser. Premier point, j'aimerais que tu te présentes, si tu veux bien, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, même si je pense que beaucoup de personnes dans mon audience te connaissent. Il y a peut-être quand même des personnes qui ne te connaîtraient pas. Et puis franchement, j'espère qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, sinon mes chevilles iraient exploser, je ne pourrais plus passer la porte après. De manière laser, et puis après on pourra entamer les choses un peu plus juicy, comme on dit. Je suis coach business. Et j'ai monté The Bee Boost, donc une société principalement de coaching et de formation en ligne qui aide les entrepreneurs à développer leur business, trouver plus de clients, vivre leur meilleure vie, etc. Et là où toi, tu travailles principalement sur le mindset, l'état d'esprit, le développement personnel, la connaissance de soi, moi, je suis quand même beaucoup plus spécialisée, même si j'en parle, dans tout ce qui est les stratégies, les plans d'action, etc. Donc en fait, genre, toi et moi, c'est beurre de cacahuète et chocolat, quoi. Ça match. J'adore, beurre de cacahuète et chocolat. Mais tu reviens de New York, forcément, il fallait que je trouve quelque chose qui colle, quoi, tu vois. Ouais, Je peux te dire clairement. beurre salé, confiture, mais là, on serait parti dans des débats Non. beurre salé, beurre doux, ça l'aurait pas fait, quoi. Ah, j'adore, nickel. Tu mets bien, tu entres bien en matière, j'adore. J'ai une première question à te poser, c'est est-ce que tu as eu une grande frustration dans le fait que tu te sois lancé à ton compte en tant qu'entrepreneur? Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partent souvent d'un pain point qui fait que ok maintenant je claque la porte et j'y vais et je me lance à mon compte. Et je voulais savoir un petit peu si de ton côté c'était aussi un petit peu ça. Alors non, parce que pour claquer la porte et dire je claque la porte et j'y vais, il faudrait avoir quelque chose dont claque la porte. Ouais. Et moi, j'avais rien parce que j'ai toujours été entrepreneur, j'ai pas été salarié. Enfin, j'étais salarié 6 mois, mais parce que je voulais être entrepreneur et qu'il me fallait de l'argent de côté pour me lancer, quoi. Donc en fait, j'ai toujours voulu être à mon compte. Et donc c'était plus en mode je veux être à mon compte, comment je fais, plutôt que j'en ai marre, je claque la porte, quoi. Ok. Donc il y avait une réelle envie dès le départ en fait. C'était pas t'es pas allé jusqu'au point de rupture, au point où il y a plus rien à faire quoi, on y va. Absolument pas. Absolument pas. C'était dans mon éducation, c'était une de mes figures parentales, donc c'était ancré en moi depuis que j'étais toute petite, quoi. D'accord. Et tu avais un entourage ou du moins tes parents étaient entrepreneurs du coup pour que tu aies déjà ça en toi ou dans ton entourage tu en avais déjà beaucoup? Mon père était entrepreneur et ma D'accord. mère était salariée. Et en fait, ce que je raconte assez souvent, c'est que j'ai été vraiment éduquée avec les deux possibilités, où très tôt, mes frères et sœurs et moi, je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants, et très tôt, on nous a dit, vous pouvez être l'un ou être l'autre, il n'y a pas en fait de bon choix ou de mauvais choix. Et là, typiquement, aujourd'hui, on est, il y en a une qui est encore en études, mais il y a un entrepreneur et il y a deux, enfin,
non, il y a 2 entrepreneurs, un salarié. La dernière, on ne sait pas trop. Ouais, ça fait un moite-moite, quoi. Ok, ah, c'est cool. On voit que enfin, moi je trouve que c'est génial parce que du coup ça t'ouvre tout de suite toutes les possibilités. Dans mon cas, je l'ai jamais eu cette voie, même si mes parents sont investisseurs, mais ils sont salariés aussi. Mais du coup, j'ai jamais eu cette voie ouverte. Et quand j'ai dit que j'allais me lancer là-dedans, bah, j'étais l'ovni. Donc c'est génial et je pense que c'est un point à retenir si on a des enfants, c'est d'ouvrir la porte à toutes les possibilités et ne pas rester fixé dans un seul chemin qui est le salariat, quoi. Donc, Sans pour autant non plus diaboliser le salariat, parce non, que bien sûr. tout le monde n'est pas fait pour être salarié, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur non plus. Et Ouais. donc, c'est bien de juste montrer le champ des possibles à ses enfants et de les laisser faire le meilleur choix pour eux, quoi. Bien sûr, il y a des avantages dans tout et ouais, la sécurité du salariat, il y a des personnes pour qui c'est important et ouais, ouais, il y a des contraintes dans les deux et des avantages dans les deux. Exactement. J'ai envie de te demander un petit peu les croyances fortes que tu as et qui se diffèrent un petit peu de la masse et qui t'ont amené ici. On parle mindset ici et souvent les croyances font bien partie de l'état d'esprit de l'entrepreneur et étant donné le parcours que tu as et ce que tu as pu faire jusqu'ici, je pense que tu as des croyances qui se diffèrent bien de la masse et j'aurais voulu un petit peu échanger de ça par rapport d'échanger avec toi sur ça. Donc, les croyances qui m'ont porté, qui m'ont aidé à me lancer, à construire mon projet, etc. Oui. Je pense que la première, je ne sais pas d'où je la tiens du tout, cette croyance, mais que depuis que je suis toute petite, et j'ai mis beaucoup de temps à l'assumer, à oser en parler à voix haute, mais depuis que je suis toute petite, j'étais persuadée que j'allais faire quelque chose de grand et de cool dans ma vie, tu vois. Et en fait, à aucun moment, je me suis posé la question, enfin, je savais pas quoi, je savais pas comment, mais j'étais animée par ce truc-là qui me dit, un jour, tu vas faire un truc cool dans ta life, tu vas être connu pour quelque chose. Et j'ai ça en moi, mais aussi longtemps que je m'en souvienne. Alors, est-ce que c'est The Bee Boost? Est-ce que c'est pas The Bee Boost? Est-ce que c'est moi qui suis complètement dans un délire narcissique et d'égocentrisme ou pas du tout? Mais en tout cas, j'ai cette... Et c'est ouais, cette espèce de confiance en l'avenir et entre guillemets, la lumière au bout du tunnel, ou je sais pas comment tu veux faire un terme de métaphore, mais qui vraiment m'a porté là-dessus et qui m'a aidé à vraiment prendre des décisions qui auraient pu paraître être des décisions risquées, mais surtout ouais, cette espèce de foi en fait en l'avenir, quoi. Ok. Ça pourrait être une première croyance. Ça, c'est intéressant. Et celle-là, du coup, tu l'avais en toi depuis l'enfance, en fait. Et Et je dis, je sais pas d'où ça vient, parce qu'on pourrait dire, oui, bah, peut-être que parce que tes parents, ils t'ont éduqué de cette manière-là et tout. Et en fait, pas du tout. J'étais élevée dans une famille très catholique et où vraiment on nous a appris que, enfin, je rends hommage à mes parents sur plein de choses, mais il y a aussi des croyances qui m'ont transmises, qui m'ont moins servi. Et je sais que j'ai grandi dans une famille où on nous disait tous les autres sont meilleurs que toi. ok. Et en fait, j'ai passé mon enfance à être comparée à toutes les copines, les copains qui faisaient mieux parce qu'ils jouaient mieux du piano, parce qu'ils avaient des diplômes, parce qu'ils avaient des compétitions. Et toute ma vie, on m'a dit, il faut faire passer les autres avant toi parce que c'est la religion chrétienne où il faut se passer un petit peu en martyr et puis faire passer le bien-être des autres avant le sien. Et du coup, je ne sais pas d'où je tiens ce truc de un jour, je vais faire un truc grand, un jour, je vais faire un truc incroyable et je vais être connue pour quelque chose. Mais en tout cas, c'est là depuis le début et puis tant mieux, quoi. Ok. Bah, c'est assez impressionnant. C'est, en fait, que tu l'aies par la suite, ça se comprend bien. Mais depuis l'enfance, en fait, c'est assez impressionnant et bah quelque part bah c'est beau, c'est beau parce que si t'as pu y croire depuis le début et depuis l'enfance, ça veut dire que t'as gardé le fait de pouvoir rêver et de croire à quelque chose de plus grand. Et je pense que ça a dû bien t'aider pour tes visions et justement à viser grand et à voir grand. Là où bah, dans mon cas, j'ai pu me limiter, je me limite encore. Et si t'as une croyance comme ça dès le début, je pense que c'est super intéressant. Ok, cool. Merci pour le partage. Avec plaisir. Est-ce que t'en as d'autres qui te viennent ou c'était la plus grande là qui est venue? J'en ai une deuxième aussi qui est pareil. Depuis presque toujours, en fait, depuis que je suis adolescente, dès que je suis face à un problème, je me dis, il y a une solution à ce problème-là, il faut juste que je la trouve. Et en fait, le fait de voir, ça paraît évident dit comme ça, mais pas de voir un problème, mais juste de voir, il y a une situation qui ne me plaît pas ou qu'il faut que je traverse. Je ne sais pas encore à quoi va ressembler la solution, mais je suis convaincue qu'il en existe une. Et ça, vraiment, ça m'a aidé aussi énormément, bah, même pour développer The Bee Boost, etc. Quand on est confronté à un challenge, pas partir en mode, bah voilà, j'étais sûre que j'allais pas y arriver. Une fois de plus, quelque chose me le prouve, etc. Mais vraiment me dire, bon, il y a ce truc-là, il y a une solution, je la connais pas encore, mais comment est-ce que je la trouve? Comment est-ce que je résous le problème? Et au final, je peux te le dire, il existe toujours soit une solution, soit un chemin détourné. Ouais.
Ça fait un peu le lien avec la première croyance que tu avais, au fond, Tout à fait, ouais. avoir la foi qu'il y a quelque chose de plus grand et que dans tous les cas, j'y arriverai, quoi. Donc, ouais. Mais c'est vrai que ce que tu dis, il y a toujours un chemin détourné. Là, d'un coup, quand t'as dit ça, en fait, j'ai eu l'image d'un mur et juste d'être devant le mur et en fait, il y a une à droite pour le contourner, une échelle pour le monter et un trou pour passer en dessous. Ou un trou Je dedans à droite. dis, je dis souvent à mes coachés ou à mes élèves, parce que très souvent, il y a ces personnes-là qui disent, j'ai l'impression que tout est compliqué, tout est difficile. Quand je résous un problème, j'en ai un nouveau qui se pointe devant moi, j'en peux plus. Et je dis, mais ouais, tu te rends pas compte que ça fait 6 mois que tu es en train de te taper la tête contre un mur pour faire un trou dedans, alors que tu as la Mm. porte juste à côté, quoi. Et généralement, les gens, quand tu leur dis ça, ils bug et ils disent, ah ouais, Là, c'est le bottage de fesses qui vient. c'est ça. Ok, je vois. Mais c'est vrai, et quelque part, si on choisit l'entrepreneuriat, c'est aussi parce qu'on aime ces problèmes, parce que si on les a pas, bah c'est que ça avance pas, ou alors qu'on Ouais. reste dans une position où bah justement on peut pas rêver grand, on peut pas agir à la hauteur de nos ambitions, et on meurt petit à petit. Et c'est ce qui fait qu'un entrepreneur est un entrepreneur, c'est qu'il arrive à faire face à ses problèmes et il les Et de toute aime. façon, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, j'avais fini. J'allais dire, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est aimer résoudre les problèmes. Mm. Parce que déjà, quand on monte une entreprise, c'est pour résoudre le problème de quelqu'un, Oui. par un produit, par un service. Et puis, plus on fait grossir notre entreprise, plus notre boulot devient justement de la résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'au début, on est dans le faire, mais après, quand on délègue, qu'on commence à avoir des équipes, etc., notre job devient moins de faire avec nos clients ou de faire de la prestation de service, mais plutôt de manager une équipe et de potentiellement résoudre tous les problèmes qui leur arrivent au quotidien, quoi. Mm. Donc, Ouais, en clairement. fait, tu vois, on parlait tout à l'heure des gens qui étaient faits pour être entrepreneurs, d'autres qui étaient faits pour être salariés. Je pense que les gens qui sont faits pour être entrepreneurs sont des gens qui aiment résoudre les problèmes. Et que les gens qui n'aiment pas être confrontés à des problèmes et chercher des solutions et les résoudre ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Hmm. On revoit Ouais. le risque entre ce que dans ton salariat ou voilà, si tu es face à un problème et que tu le résous pas, bon, à la limite, quelqu'un d'autre va le faire ou ça passera peut-être sous la trappe. Alors que dans l'entrepreneuriat, bah non, c'est toi contre toi ou avec tes équipes. Donc clairement, c'est là où on a les deux camps et où il y a un choix à un moment donné à faire. Ok. Euh, je sais que tu bases un petit peu ton business model sur un gros lancement qui est aussi gros que la news sur BFM quand il y a le lancement qui est en cours. En tout cas, c'est l'impression que moi j'en ai d'un point de vue extérieur. Et pour ça, GG, parce que la com que tu fais avec ton équipe et tes ambassadeurs et ainsi de suite, elle est juste ouf. J'ai pu observer ça sur le dernier lancement que tu as fait. Et franchement, bravo. C'est assez impressionnant ce que tu as monté. Merci. Et du coup, j'ai un petit peu une question, c'est comment est-ce que tu fais pour gérer ton entreprise avec un si gros lancement? Parce que je pense que la pression, elle doit être assez coriace. Et tu en as parlé dans plusieurs épisodes de podcast que j'ai pu écouter, mais ouais, j'aimerais voir avec toi un petit peu comment est-ce que tu gères ça du coup. Euh, c'est une vaste question parce qu'on peut le gérer de plein de manières. On peut le gérer en termes d'énergie, en termes de finances, en termes Ouais. d'organisation, en termes de management. Euh, Comme point de départ, et après on pourra itérer là-dessus, je te dirais que j'aime les lancements. Ok. J'adore ces périodes de rush, d'adrénaline. J'adore me challenger. J'adore être en danger pendant une dizaine de jours. J'adore faire un hold-up sur Instagram pendant, dans la petite communauté qu'on a pendant quelques semaines, etc. Enfin, c'est vraiment des trucs, c'est un petit peu ma drogue, quoi. Tu vois, c'est un petit peu Ok. mon adrénaline à moi. Et donc, après, à partir de ça, il y a plein de problèmes, il y a plein de challenges, mais c'est pas quelque chose qui me procure une pression en termes genre de pression stress où genre je vais pas bien, j'ai envie de vomir, je me sens mal, voilà quoi. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui me passionne, comme quelqu'un pourrait être accro à la Formule 1 ou les choses comme ça, quoi. Ok. Moi, je suis accro au lancement. Ok. Bah, c'est intéressant ça. Et du coup, avec ton équipe, le lancement, j'imagine que vous le prévoyez. Bah, je sais pas si tu le fais sur 10 jours. T'as une phase avant où tu préchauffes une liste de ce que j'ai compris. Euh, et combien de temps t'alloues en fait à préparer un lancement avant d'avoir toute cette phase où tu es clairement dans l'action, dans le doing? Alors, un lancement de cette ampleur-là, c'est minimum 4 mois de préparation à temps plein avec l'équipe. Voilà. Ok. C'est pour ça que généralement, quand je dis aux gens, je fais un seul lancement par an, ils me disent, mais du coup, 11 mois par an, tu es en vacances. Je fais non, parce que généralement, c'est 4 à 5 mois de préparation, 10 jours de lancement, et après 4 à 5 mois d'accompagnement de nos élèves, où là, Hmm. c'est aussi quasiment à temps plein. Donc, en fait, l'année, elle est faite très, très vite, quoi. Ouais, ouais, Mais clairement. voilà, 4 mois à temps plein. Ok. Et ouais.
j'ai envie de parler de risque là-dedans, mais t'as dit que t'aimes bien les challenges, donc forcément ça doit jouer en ta faveur. Mais je pense que beaucoup de personnes, enfin je sais pas, mais de mon point de vue, j'arriverais pas, enfin je m'imagine pas en tout cas faire un lancement et baser tout mon chiffre sur une période, tu vois. Qu'est-ce qui t'aide à tenir ou à... Bon, il y a ta croyance qui t'aide, je pense, beaucoup en ayant foi en ce que tu fais et en l'avenir. Mais au-delà de ça, quotidiennement, quand tu es avant la phase de lancement, est-ce que tu as des rituels, des choses que tu fais pour justement garder le focus, garder un conditionnement propice à avancer vers ce lancement? Il y a plein de choses et il y a aussi, tu vois, on disait, tu disais que j'aime le risque, j'aime me challenger, mais comme j'ai des équipes et puis comme c'est quand même mon business, mon gagne-pain et puis que maintenant il y a d'autres personnes aussi qui sont Mm. dépendantes de ça, ça reste quand même du risque contrôlé. C'est-à-dire que dès mon premier lancement, j'ai jamais sorti plus de trésorerie que je ne pouvais me le permettre. Et à chaque nouveau lancement qu'on fait, je suis sûre d'avoir au moins 6 mois de trésorerie pour faire tourner le business, même si le lancement est une catastrophe. Ok. Donc, on est toujours dans une phase de risque contrôlé qui me permet moi aussi de pouvoir m'éclater plus et de prendre plus de risques parce qu'en fait, financièrement, je suis backupée au sein de mon business. Je sais que je pourrais payer mes prestataires, mes équipes, moi, et que je ne suis pas en danger. Tu vois, donc, je ne suis pas non plus dos au mur. Et du Ouais. coup, ça me laisse une plus grande liberté d'action. Donc ça, je pense qu'il faut quand même le signaler. C'est pas genre en mode j'y vais, je brûle les bateaux parce que je suis pas quelqu'un qui aime le danger. J'aime le risque, mais j'ai pas le danger, tu vois. Ok. Oui, c'est bien de le Donc, nuancer ça. ouais, non, mais c'est important parce que j'adorais t'écouter dépeindre le portrait de cette nana qui fonce et qui en a rien à faire, qui prend des risques et tout. C'est pas totalement ça la vérité, tu vois. Bah, Moi, j'aime bien le j'imagine. risque, mais quand je le maîtrise. C'est clair que si tu pars avec même pas le budget pub qui est couvert et ainsi de suite, t'as vite fait de couler la boîte en fait. Donc clairement, c'est pas Ah un ouais, jeu. non, mais là, je serais pas sereine. Là, je Ouais, dormirais pas la nuit, quoi. Tu ouais, ouais. Là, c'est vraiment, ouais, là, c'est kamikaze quoi. Ouais. Ok. Après, il y en a qui fonctionnent très bien avec la fameuse métaphore du fait de brûler des bateaux, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien brûler les bateaux, mais il y a toujours une petite barque cachée quelque part au cas où, quoi, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Non, mais je comprends. Surtout quand on a une équipe, t'as une équipe à temps plein, de ce que je sais, et puis plus des personnes autres qui interviennent dans ton accompagnement. C'est clair que t'as une responsabilité et il y a des gens qui ont des familles derrière ou autres et que voilà, faut pas tout cramer non plus quoi. C'est Oui, il y a beaucoup d'enjeux. ouais, ok. Euh, Justement, par rapport à ton rapport à l'argent, puisque tu disais que tu as mis en place une sécurité financière pour assurer le train de vie de la boîte, pour tenir au minimum 6 mois, est-ce que tu as toujours eu un rapport à l'argent qui te permettait d'investir correctement, de toujours penser à voilà, avoir des réserves de côté? Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas forcément ces réflexes dès le départ et peuvent se trouver face à des situations un peu difficiles d'un point de vue financier, surtout quand on passe en SASU, où là, ça coûte un peu plus cher de se mettre un salaire et ainsi de suite. C'est plus trop le même jeu. Ouais. Est-ce que t'es parti de zéro avec un tel mindset sur l'argent ou t'as dû construire ça au fur et à mesure? Euh, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'était vraiment, je connaissais rien aux finances d'entreprise, mais parce que je connaissais rien, je me mettais en mode petite écureuil. Tu sais, quand les gens ne connaissent pas, maîtrisent pas, il y a un peu deux comportements. Il y a ceux qui sont un peu pétrifiés, qui font le petit écureuil, qui évitent de sortir de l'argent parce que justement, ils n'ont pas de visibilité, ils ne savent pas combien les impôts vont leur réclamer dans un an, les choses comme ça. Puis il y a ceux qui sont en mode YOLO, qui n'ont aucune conscience de ça et qui justement ont tendance à plus flamber. Hmm. Donc en fait, quand on n'a aucune éducation financière, généralement, on est un ou l'autre de ce profil de manière très caricaturale. Moi, j'étais plutôt petit écureuil. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pendant, on va dire, les 2 ans, 2 premières années de ma boîte, j'avais beaucoup de trésors parce que je refusais d'investir, parce que j'avais très peur de ce qui pouvait me tomber dessus en termes d'impôts sur les sociétés, de charges, de prestataires. Et puis, comme tu disais, je me disais, et si jamais mon prochain lancement il foire, eh ben, il faut que la trésor du lancement de l'année précédente continue. Donc, tout de suite, on réfléchit sur du très long Hmm. terme. Et puis ensuite, vu que c'est quelque chose qui est quand même important, j'ai commencé à me faire accompagner par. Alors, c'est pas genre en mode coaching, mindset, financier, etc. J'ai pas mal lu sur le sujet pour moi me débarrasser de certaines croyances et en acquérir d'autres. Mais c'est surtout aujourd'hui, je me fais accompagner d'un consultant qui est spécialisé en gestion de trésorerie, pilotage, business plan, placement de trésor, optimisation financière, etc., qui m'aide justement à construire un prévisionnel. Parce que jusqu'ici, j'étais en mode un peu au doigt mouillé et Ouais. surtout à la trésorerie gardée. Et aujourd'hui, où je suis dans une phase business où j'ai envie de faire grossir, mais ce qui veut dire aussi gros investissements avec les projets que j'ai, là, je suis obligée de plus être au doigt mouillé, plus être en mode petit écureuil et de savoir exactement combien est-ce que je peux décaisser, de combien je vais avoir besoin l'année prochaine pour
payer les impôts. Et en fait, quand tu as ce genre de questions très précises, en fait, il faut se faire aider, quoi. Enfin, surtout, moi, je ne suis pas passionnée du tout Ouais. de ma trésorerie, du tout de finance. Je préfère que quelqu'un le fasse pour moi. Et en plus, c'est une personne qui adore s'amuser sur Excel, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, je me dis, bon, bah, rendons à César ce qui est à César. Ouais, mais c'est vrai que c'est un métier à part, hein. Et je Ah, pense que c'est quand ça, tu ouais. connais pas toutes les ficelles, t'as vite fait de te perdre et de faire une erreur en fait qui peut coûter cher, je pense. Littéralement, ouais. Ok. T'as parlé d'accompagnement. Tu t'es pas fait accompagner sur la partie mindset, finance ou autre. Est-ce que dans ton parcours, t'as eu des moments où tu t'es fait accompagner, bah justement pour ton activité, même pour ton développement personnel ou autre, ou est-ce que t'as tout fait de façon autodidacte? Non, non, je me suis fait accompagner, bien évidemment. Ok. Au début, c'était beaucoup de formations en ligne, très business, business, stratégie, plan d'action, etc. Mais forcément, dans toutes les formations, tu parles aussi un petit peu des croyances, de bah oui, bah, quand tu vas faire ci, peut-être que tu vas te mettre à penser ça, mais non, il faut que tu dises que, blablabla. Mhm. J'ai aussi pas mal lu sur le sujet et je me fais coacher quand je rencontre des problématiques très spécifiques. Par exemple, là en ce moment, enfin en tout cas à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast, je suis en fin d'accompagnement de 6 mois avec un coach mindset justement, mais parce que j'avais besoin de travailler mon leadership, parce que j'allais recruter mes premiers salariés et que je voulais Mhm. être une bonne leaduse et construire une structure solide. Donc je ne suis pas de cette team qui se fait constamment accompagner. Moi, c'est juste quand j'ai une problématique à développer et que je veux travailler dessus, je prends quelqu'un pour une durée relativement courte, 3 ou 6 mois, et on y va. Et ça me semble aussi important de le dire que moi-même, je suis coach diplômé. Donc, en fait, j'ai eu 2 ans de formation en école de coaching et tout. Mhm. C'est quand même 2 ans où tu travailles sur toi, sur ton développement personnel, où tu te fais coacher, où tu coaches aussi. Et donc, ça a joué énormément. Ouais. T'as les ressources en toi déjà pour aller chercher ce qui pêche. J'aime à le croire, en tout cas. Ouais. Ok. Super. J'ai envie de te demander, selon toi, selon ta vision du monde, qu'est-ce qui fait le succès, chacun met la définition qu'il veut derrière le succès, et la réussite d'un entrepreneur? Ah, ça résonne complètement. J'ai un épisode de podcast qui est sorti là-dessus ce matin. Ah, Donc, bah j'ai pas écouté encore. ouais, bah, c'était ce matin. Tu pouvais pas le savoir. Euh, je pense que c'est de savoir, du coup, j'ai redit un peu ce que j'ai dit dans cet épisode parce que je suis forcément biaisée, mais qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une société où, en fait, la vision de la réussite, elle passe que par 2 filtres, c'est réussite financière ou réussite de pouvoir. Et pouvoir, c'est visibilité, impact, voix qui porte, influence, etc. Et en fait, on oublie qu'il y a plein d'autres manières de réussir. De la même manière que quelqu'un qui gagne 30 000 euros par an de chiffre d'affaires, mais qui arrive à vivre, à s'occuper de ses enfants, à travailler que 5 heures par semaine et juste être heureux et épanoui, il aura tout autant réussi que quelqu'un qui aura monté une entreprise de 440. Et donc, Mhm. c'est vraiment de se poser la question de c'est quoi pour moi mes valeurs, c'est quoi pour moi la réussite en enlevant le filtre réussite financière et réussite de pouvoir. Ouais. Et du coup, de se dire qu'est-ce que je vais faire pour incarner ça et mettre ça en place. Donc, je sais plus si ça répond à ta question et je sais plus c'était quoi exactement ta question avec les mots exacts, mais c'est un petit peu ma vision. Ça y répond. J'ai demandé ce qui faisait selon toi le succès. En soi, là, la réponse que tu as donnée, c'est que le succès dépend clairement de chacun en fait, et c'est là Oui, où du coup, personne peut c'était une dire contre-question, c'est quoi le succès, quoi. ouais, mais je rejoins totalement ce que tu dis. Je pense que surtout au début, quand on est au début dans l'entrepreneuriat, on court après un succès qui est pas le nôtre ou une réussite qui est pas la nôtre, parce qu'on est vachement influencé par ce qu'on voit sur les réseaux, par voilà, bah, tout ce qui nous influence, notre environnement et autres. Et c'est au fur et à mesure qu'on avance dans notre parcours et que justement on se prend ces murs et on se dit en fait qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai souvenir de m'en avoir pris un parce que je n'étais pas au bon endroit et du coup après j'ai pivoté mon activité pour aller dans ce qui me plaît vraiment et oser aller vers ce qui me plaît. Et, je pense que voilà, c'est un chemin que chacun fait aussi là-dedans. Mais si maintenant tu avais un ratio à donner entre vraiment l'état d'esprit et des stratégies, des techniques, pour toi, qu'est-ce qui serait le ratio, le bon ratio à avoir? Parce que je vois beaucoup de personnes et j'ai été dans ce cas-là longtemps. Hein, apprendre beaucoup de formations, copywriting, positionnement, marketing digital et ainsi de suite. Et au final, bon, j'ai mon idée là-dessus, mais j'avais oublié une partie qui était la partie être. Et c'est là où je m'étais un peu planté. Donc, selon toi, qu'est-ce qui fait un peu le bon ratio pour bien se développer en tant qu'entrepreneur? J'adore cette question.
je pourrais débattre dessus pendant des heures. Je vais paraphraser ce que m'a dit un jour Fabien, qui est aussi un coach mindset. Donc, petit décas, si un jour il tombe sur cet épisode de podcast, il m'a dit ça autour d'une raclette. Voilà, comme ça, tu le sauras tout. Et il m'a dit, mais tu sais, Aline, de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est que de la strat. De 100 à 500, c'est moitié strat, moitié mindset. Et au-dessus de 500, c'est que du mindset. Et moi, je suis assez d'accord. Alors, je ne dis pas que je suis d'accord avec les chiffres, mais je suis d'accord sur le fait qu'au début, et ça rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure en termes de poursuivre un succès qui n'est pas le sien, au début, on a besoin de tester, on a besoin de copier, on a besoin de s'inspirer, on a besoin de faire plein de choses qui ne nous ressemblent pas, justement pour savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qui nous ressemble et ce qui ne nous ressemble pas. C'est comme un gamin, il a besoin de goûter les brocolis pour dire j'aime pas, tu vois. Et en fait, nous, on a besoin de goûter tous les légumes. Si je continue sur la métaphore végétarienne ou je sais pas quoi, diététique, on a besoin de goûter tous les légumes pour savoir ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Et donc, au début, on pourrait dire oui, le mindset, c'est hyper important, mais je pense que cette réalisation, tu ne peux pas l'avoir dès le début. Et tu ne l'as que quand tu es arrivé à des stades comme le tien, où justement, tu as été obligé de passer par ce stade 100% action, 100% stratégie, 100% formation. Et qu'on a beau aujourd'hui, toi et moi, dire à des entrepreneurs qui se lancent, le mindset, c'est hyper important. Et oui, ça l'est. Et ben, on a quand même besoin, tu vois, tu as besoin de ramper pour apprendre à marcher, tu as besoin de tomber pour apprendre à marcher. Et tu auras beau montrer à quelqu'un comment est-ce qu'on marche bien dès le début, ben, il aura besoin de l'expérimenter de lui-même. Et pour moi, c'est partie des passages obligatoires. Donc, aujourd'hui, le ratio, j'ai envie de te dire, j'ai même pas envie de te dire un nom, pour moi, ce sera un 70-30, tu vois, 70% mindset, 30% action. Quelqu'un te dira peut-être 80-20 ou 90-10. Mais le message, c'est vraiment quand tu te lances, tu as besoin en fait, d'être dans l'action, tu as besoin de suivre des formations, tu as besoin de te former et après de te rendre compte qu'effectivement, le mindset, c'est important, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Tant qu'on n'a pas fait ses propres armes, en fait, on sait rien. Et c'est vrai que on voit beaucoup de personnes qui restent bloquées sur le pourquoi, la vision, les valeurs. À un moment donné, vas-y, fonce. Et ton pourquoi là, c'est juste de vivre l'instant et fais-le. Tu verras après si tu le trouveras déjà sur le chemin et ça se travaillera plus tard. Mais c'est vrai que on peut souvent avoir il y a deux camps. Soit t'es à fond dans l'action comme j'ai pu le faire et du coup toi aussi. Soit c'est l'inverse et on est qu'en introspection et puis on bouge pas. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et que tu vois, j'ai un peu cette image de quand on était gamin ou ado et tout, nos parents, ils nous disaient, oui, tu verras, quand tu seras plus grand ci, quand tu seras plus grand ça, machin. Et puis on disait, non, jamais de la vie et tout. Et en fait, maintenant qu'on a, enfin, je ne sais pas quel âge tu as exactement, mais maintenant qu'on a, on va dire plus de la vingtaine, il y a plein de trucs, on se dit, ah bah oui, ils avaient raison, moi je pensais pas, mais en fait, ils avaient raison, tu vois. Et en fait, nous, là, dans ce podcast, on est un peu comme les parents de ceux qui se lancent, qui disaient, vous allez voir, le mindset, c'est important. Et ceux qui nous écoutent en mode, non, je vais me former, je veux acheter des plans d'action, des choses comme ça. Achète tes plans d'action et tu verras, dans 5 ans, tu te diras que j'ai raison. Et c'est normal, tu vois. Et c'est la loi des choses, quoi. Vas-y, fume ta première clope, c'est pas bien, vas-y, fume-la. Ouais, tu vois, c'est vraiment ça. Enfin, je veux pas dire que passer à l'action, c'est comme une fumer une clope, parce que ça serait quand même démesurer la puissance du passage à l'action, mais voilà, t'as compris le message, quoi. Je cherchais une métaphore, mais je suis pas aussi fort que toi là-dedans. Des années de pratique. Ça viendra. J'ai envie de te demander un petit peu comment est-ce que toi t'as construit aujourd'hui, même si on en a déjà un peu parlé là, ton état d'esprit et ce que tu fais quotidiennement pour le faire évoluer. Alors bah déjà ma formation de coach, on va pas se mentir, ça m'a transformée. Je pense que n'importe qui s'est formé dans le cadre d'une formation coaching dira la même chose. Beaucoup de lectures, des vidéos YouTube, des podcasts, enfin même dans les ressources gratuites, il y a énormément de choses. Je pense que c'est aussi, je me force à avoir une véritable ouverture d'esprit au quotidien. C'est-à-dire que même avec des amis, même avec des gens random dans les transports, etc., il y a des gens qui disent des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Et en fait, toujours, je vais forcer mon esprit à me dire si je devais être à leur place et trouver des arguments pour lesquels ce serait. Et en fait, on se rend compte que tous les points de vue sont, tous les points de vue sont compréhensibles, oui et non, parce que tu me trouves pas forcément des contre-exemples, comme dans le nazisme ou des choses comme ça. Mais grosso modo, même quelqu'un qui a un comportement qu'on déteste ou des paroles qui nous sortent par les trous de nez ou des trucs comme ça, et ben en fait, en se mettant à sa place, on peut comprendre son point de vue et ce qui fait qu'il dit ça. Et en fait, juste d'avoir cette gymnastique et élasticité de cerveau, de sans cesse se remettre en cause et d'essayer de comprendre pourquoi les gens disent ci, pourquoi les gens disent ça. Et en fait, je trouve ça hyper précieux en termes de déjà de développement personnel, de mindset, mais aussi d'intelligence émotionnelle et d'empathie avec les autres, quoi. Ok, c'est super intéressant. C'est vrai.
j'ai aussi cette ouverture d'esprit, ou du moins j'essaye au maximum de l'avoir quand je parle avec quelqu'un random aussi, comme tu le dis. Mais c'est vrai qu'à une période, je l'avais pas. Et j'étais... Enfin, je me fermais tout de suite et je me disais, je comprends rien lui, ou et ainsi de suite. Et c'est vrai que le fait de se mettre dans la place d'un autre et de se dire, bah ok, en fait, par rapport à ce que lui vit, par rapport à ce qu'il pense et autres, bah ça change complètement la donne en fait. Et ça permet d'évoluer aussi et d'avoir des avis différents qui nous permettent de grandir aussi. Mais c'est bien de mettre en avant ce point-là. Parce que souvent, on l'entend pas. Et il y a quand même du bon à chercher partout là-dedans. On n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé de le dire non plus, mais on peut au moins nous le faire, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et par rapport à l'environnement, j'ai juste envie de dire une chose, les podcasts c'est très bien et justement écouter des podcasts comme le tien, ça permet de justement travailler son état d'esprit parce que on écoute constamment des personnes qui sont et qui ont déjà ce qu'on souhaite avoir et qui nous aident justement à penser différemment. Donc merci pour ce partage, je pense que c'est de très bons points. Merci. Aline t'a formé 6300 personnes. J'espère que le chiffre il est juste, mais j'ai lu ce chiffre-là, 6003. Ouais, mais parce que j'ai changé ma bio Instagram ce matin, pareil. Ah, c'est vrai? Oui, en fait, on est à 6007 maintenant. Mais en fait, il y avait les 500 entrepreneurs de la BSB de cette année-là. On était encore en cours de formation et donc la formation n'était pas terminée. Je voulais pas les mettre dans le compteur, tu vois, éthiquement Ok. parlant. Donc maintenant, c'est bon, c'est fait. Donc, Je suis allé chercher sur le site web. j'ai pas encore mis à jour le site, donc c'est ma faute. Bon, 6700 personnes alors, c'est mieux, c'est même mieux. Donc je pense que tu en as vu passer des entrepreneurs et j'ai envie de te demander un petit peu quels sont les blocages les plus fréquents que tu retrouves chez tes élèves. Il y en a tellement. Mais qu'on a connus tous et je pense que, Ouais. j'ai envie de dire toi et moi, même si je connais pas lesquels auxquels tu as été confronté, mais normalement, on passe un peu tous par le même questionnement. Le premier, c'est je ne suis pas assez bien, assez beau, assez jeune, assez vieux, assez expérimenté, assez physiquement XY. Enfin bref, je ne suis pas assez. Mm. C'est le premier. Syndrome de l'imposteur, tout ce que tu veux. Le deuxième, c'est quand même pas mal de croyances par rapport à l'argent, au fait de mettre des tarifs qui nous aident à vivre, à être rentable. Encore plus quand on est dans des professions d'accompagnement, d'humain, de bien-être, où on a l'impression de se faire de l'argent sur la misère et les problèmes des autres. Donc là, ça pose aussi beaucoup de problèmes. Le perfectionnisme, Mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas me lancer tant que tout n'est pas parfait. Ouais, c'est vrai. Bon, la comparaison, ça rentre un petit peu dans le premier scope qu'on a décrit. Qu'est-ce que j'ai eu encore Et après, ça fait partie, tu dois connaître en tant que coach, mais un des drivers et tout, moi, qui a été très fort chez moi. Je suis pas sûre qu'il soit là chez tout le monde, mais c'est le fameux sois fort. C'est pas Mm. sois parfait, mais c'est sois fort, ne montre pas de faiblesse, ne sois pas vulnérable, t'as pas le droit d'avoir des périodes de down, t'as pas le droit de le montrer quand tu vas pas bien, etc. Et qui au final crée une espèce de résistance interne qui peut faire des dégâts aussi, hein, d'un point de vue stress émotionnel, etc. C'est intéressant. Le dernier, il est intéressant, surtout parce que c'est là-dessus où j'aime bien communiquer aussi. C'est la vulnérabilité, en fait, c'est ta plus grosse puissance, puisque c'est là où tu as toutes tes... déjà, d'un point de vue sur soi, vulnérable, c'est normal. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas montrer cette vulnérabilité, justement à cause de ce soi fort. Et un homme n'a pas le droit d'être vulnérable, un homme, il n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit de pas être bien, et ainsi de suite. Et j'essaye un peu de porter ce message que en fait non, t'as le droit et c'est juste normal et c'est même tant mieux si t'as ça parce que dans toute phase où tu vas être down derrière, tu vas pouvoir en tirer encore plus de ressources et de connaissances en toi et d'un point de vue communautaire, ça fédère parce que t'es honnête. Mhm. Et ça, et beaucoup de personnes le voient pas et je trouve que c'est bien que tu aies sorti ce point. Bon, c'est que les personnes l'ont, mais pour beaucoup de personnes, c'est un gros pain point, un gros point rouge, alors que non, en fait, c'est tout le contraire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense, même toi, tu as ce succès aujourd'hui parce que tu es complètement transparente, tu montres ta vulnérabilité dans ton podcast. Alors, je connais pas le degré de vulnérabilité, il s'évalue pas, mais en tout cas, tu parais authentique dans ce que tu racontes. Et je pense que c'est ce qui fait en grande partie aussi l'image qu'on a de toi. Donc ouais, par bien noter les personnes qui nous écoutent, c'est absolument pas un problème d'être vulnérable, au contraire. C'est nécessaire si on veut avoir un business authentique et qui tient sur la durée. Et puis c'est surtout, c'est même un atout
Parce que moi, du coup, j'ai été très, très, très drivée par ce fameux Sois forte. Bah, c'est l'éducation, c'est la société, mais c'est aussi, Mm. bah, j'avais choisi cette voie-là. Et au final, je me suis rendu compte que l'authenticité et la vulnérabilité faisaient partie de moi. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile quand bah, j'étais authentique et vulnérable et moi-même. Mais c'est Mm. aussi, marketingment parlant, c'est intéressant parce que les gens interagissent et se reconnectent et se reconnaissent et se connectent à nous beaucoup plus quand on est une espèce de figure de super-héros qu'ils admirent, mais auquel ils peuvent absolument pas s'identifier parce que ça ne représente pas leur réalité à eux, qui est une réalité avec des moments de down et de up. Et en fait, nous montrer notre vulnérabilité, c'est pour les entrepreneurs qui nous écoutent, un argument de vente, un argument marketing, parce que les gens vont se reconnaître en nous, s'identifier, se dire bah ah oui, elle aussi ou lui aussi, il a des moments sans, moi aussi, il le montre et ça marche bien quand même pour lui. Il m'inspire trop, je vais le suivre. Vs quelqu'un qui nous paraît surhumain et donc inaccessible, quoi. Ouais, clairement. Clairement, c'est un gros atout de s'autoriser à être vulnérable aux yeux de tout le monde, clairement. Mm Euh, -mm. Moi, j'ai toujours image de personnes que je voyais qui montraient qu'une image forte d'elles. Bah, en fait, oui, ça t'inspire, tu te dis, ouais, c'est beau, il arrive à faire de belles choses. Mais au final, tu ne gardes pas de lien, y a pas de lien, il y a pas de connexion émotionnelle avec la personne. C'est juste, ok, c'est cool, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça, mais il manque quelque chose. Et c'est les personnes comme toi, comme d'autres personnes qui se montrent comme ça. Et j'avais la discussion avec Sophie Chag, qui elle aussi montre quand elle est pas bien et ainsi de suite. Elle faisait même à un moment donné une vidéo par jour pendant 365 jours, où justement, bah il y a des moments où elle était pas bien du tout. Et elle les faisait aussi. Et c'est là où elle a pu aussi avoir ces connexions et créer ce lien avec sa communauté. Donc c'est un gros point. Merci pour ce partage. J'ai envie de te demander une question un peu bizarre, mais ton meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros? Ah, j'adore la question. Meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros. Récent ou à mes débuts? Récent, j'ai envie de dire. Je suis en train de repasser tous mes achats à moins de 100 euros en tête. Allez, on va dire que ça va être un bouquin Ok. que j'ai adoré, qui s'appelle The One Thing de Gary Keller. Donc, Aller à l'essentiel, c'est la traduction de la couverture en français. Aller à l'essentiel, qui est un bouquin sur la productivité et en même temps aussi le mindset par rapport à la gestion du temps, la gestion des priorités, etc., que j'ai trouvé assez incroyable et qui m'a fait repenser une bonne partie de mon fonctionnement. Donc là, Ok. on est à 23 euros, quoi. Ouais, c'est vrai. Pas mal. Bien joué. The One Thing, il est vraiment bon. Justement, ça t'a dit que ça t'a permis de repenser une bonne partie de ce que t'as fait. Est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à ça? Parce que j'ai adoré le livre aussi. C'est pour ça que ça m'intéresse. Euh, Alors, il y a deux concepts que j'ai adorés dans ce bouquin. Un qui est le concept central que du coup tu dois connaître, qui est cette fameuse question à se poser chaque jour, qui dit chaque matin en fait on doit se lever, on doit se poser cette question qui est quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui qui va rendre toutes les autres inutiles ou secondaires, tu vois. Mm. Et juste du coup c'est en fait se recentrer sur la priorité, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième c'est le moment où il parle d'équilibre vie pro vie perso, où il a une vision très particulière et très juste qui a beaucoup résonné en moi, qui dit qu'en fait, il n'y a pas d'équilibre et que pour qu'un équilibre existe, il faut qu'il y ait un déséquilibre. Et il parle vraiment que c'est un système de vase communicant et que c'est un mythe de penser qu'à un moment, on va arriver à une organisation parfaite où jour après jour, heure après heure, semaine après semaine, notre vie sera parfaitement, entre guillemets, vous ne me voyez pas, mais je fais les apostrophes avec mes doigts à la 2000, là, parfaitement équilibrée, etc. Et qu'au final, il faut qu'il y ait sans cesse un déséquilibre pour que cet équilibre arrive et qu'il y a des moments où il y aura plus de perso, il y a des moments où il y aura plus de pro, mais qu'il faut arrêter d'essayer de trouver ce juste milieu parfait parce qu'il n'existe pas et qu'il est même destiné à être constamment challengé, déséquilibré, quoi. Mm. C'est vrai. Tu fais bien de le mettre en avance. Moi, je l'avais plus en tête. Si on me demande The One Thing, c'est pas lui que j'aurais sorti maintenant, je l'avais plus en tête. Du coup, je pense que je vais devoir repasser un coup dessus. Mais c'est vrai. Ça se relie beaucoup hein, comme livre. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je l'ai lu l'an dernier et je pense que c'est le moment de le relire du coup. Mais t'as totalement raison. T'as totalement raison et c'est un bon point à retenir de ce bouquin. Et il a impacté quand même beaucoup d'entrepreneurs. À chaque fois quand je discute avec des personnes et que je demande les bouquins qu'ils ont aimés, The One Thing, c'est un livre qui reste en tête à chaque fois. Donc c'est pas pour rien. Très bonne reco. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? On arrive sur la fin du podcast. J'ai encore deux petites questions. Mais si tu as un mot à dire, à donner pour les personnes qui nous écoutent et qui
ont envie de se développer, de construire leur activité, asseoir leur position d'entrepreneur? Oui, je peux partager un truc que j'ai conscientisé assez récemment, enfin on va dire ces derniers mois, en termes de gestion d'énergie. Parce que si moi j'ai eu un gros challenge dans le développement de mon business qui m'a coûté des plumes littéralement, c'était la gestion de mon énergie, en fait, de ma fatigue, etc. Et en fait, on va dire, j'ai extrapolé ça en une règle que j'aurais aimé m'appliquer à moi-même dès le début. C'est le fait de se dire, en fait, chaque jour, on va se réveiller avec une dose d'énergie X ou Y. C'est-à-dire, il y a des jours, ça va être l'équivalent d'une bouteille de coca d'un litre et demi, et les jours, ça va être un dé à coudre. Et c'est normal, ça va dépendre de si on s'est couché tard la veille ou pas, si on a fait la fête, de si c'est l'hiver ou l'été, enfin, du cycle quand on est une femme, etc. Mais chaque jour, on se réveille avec une dose X d'énergie. Et en fait, il faut se coucher le soir, et il faut se coucher le soir sans avoir épuisé cette énergie. Pas tout. Il faut qu'il en reste 1%, 2%, 3%, comme une batterie de téléphone, en fait. Parce que si on est à 0%, c'est qu'on est déjà en train de tirer sur la corde et qu'un jour, 2 jours, ça ne va rien faire, mais que c'est comme ça qu'on s'épuise et qu'on crée de la fatigue chronique sur le long terme. Et en fait, j'aurais aimé qu'on me dise, Aline, couche-toi tous les soirs avec ta batterie à 1, 2, 3, 4, 5, 10% et pas à 0, parce qu'à 0, c'est que tu es déjà en train de tirer dans le rouge, quoi. Ok, intéressant. Et comment est-ce que tu mesures qu'il te reste de l'énergie? C'est quel est le déclencheur pour te dire maintenant il faut que j'aille me coucher? Euh, je pense qu'on le sent quand, en fait, on le sent dans une journée, le moment où on commence à tirer, où ça devient un peu lourd. Enfin, tu sais, c'est un peu cette même sensation que quand tu es en digestion après un repas, où Ouais. tout devient compliqué d'un coup en termes de motivation. Alors, évidemment, je ne parle pas de la digestion, mais on sent généralement, et puis des fois, ça peut être à 17h, des fois à 23h, mais on sent le moment où on commence à être un peu en mode, OK, là, je commence à sortir les rames, quoi, tu vois. Ok. Et en fait, c'est à ce moment-là où on se dit, oh, attends, là, j'arrive au bout de mon énergie. Donc, soit c'est temporaire et j'arrive à m'en redonner un petit peu parce que j'identifie des actions qui m'en redonnent. Ça peut être un café pour certains, non, c'est pas bien. Ou, je sais pas, aller danser sur une playlist pour d'autres, etc. Soit on arrive à se dire, OK, là, je suis arrivé à la fin de mon énergie de la journée. Comment est-ce que je gère ça? Alors, j'entends aussi que quand on est salarié ou quand on est en lancement d'activité, on ne peut pas juste écouter son corps et dire ah à 15h, j'ai plus d'énergie, j'arrête, tu vois, parce qu'on a peut-être des obligations, des trucs à faire. Mais rien qu'être conscient de ça et de se rendre compte à quel point on tire sur la corde bout à bout, jour après jour, peut-être qu'il y a certaines journées où on arrivera justement à se dire OK, là, je suis arrivé à la fin de ma dose d'énergie, comme elle a dit Aline. Les tâches qui me restent ne sont pas forcément nécessairement à faire aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais décider de m'arrêter là. Ouais. Et de pas tirer, tu vois. Ok. C'est un très bon conseil et ça me parle beaucoup parce qu'en ce moment je tire à fond sur la corde et que tu dis ce conseil maintenant, je me dis c'est pas un hasard. C'est pas un hasard s'il sort maintenant. En tout cas, de la part de quelqu'un qui a beaucoup tiré sur sa corde, sur sa bouteille, sur sa batterie, de tout ce comme ça, qui s'est pris un sale mur. Moi, j'ai eu un gros coup de fatigue, c'était l'été dernier, j'ai mis littéralement 4 mois à m'en remettre, mais vraiment littéralement 4 mois. Et même encore aujourd'hui, je sens que j'ai plus la même énergie. Même quand je suis à 100%, c'est pas le même 100% qu'avant. Et j'ai l'impression d'avoir un petit peu cramé mon capital énergie que j'avais, plutôt que de l'avoir préservé. Et en fait, j'avais envie de faire passer ce message à tous les gens, dont toi, mais même les auditeurs. Vraiment, soyez dans la prévention et pas dans la ouais, j'y vais, c'est un puits inépuisable d'énergie. Non. Et t'as des pratiques que tu fais justement pour l'énergie, je sais pas, des massages ou des soins énergétiques ou un thérapeute ou autre. Est-ce qu'il y a des choses que tu pratiques? Alors, moi, ça va être des choses hyper basiques. Au moins 8 heures de sommeil par nuit, parce que moi, c'est ce qu'il Ouais. me faut. Boire beaucoup, pas Ouais. d'écran avant de me coucher. Enfin, vraiment des trucs mais qu'on connaît tous et au final qui jouent énormément. Et identifier les tâches aussi qui te donnent ou qui te prennent de l'énergie, ça, c'est bien. Pour arriver à les répartir comme on peut. Tu vois, je sais que, par exemple, de manière très contradictoire, moi, coacher en individuel, ça me prend de l'énergie parce que je prends les émotions de la personne en face, etc. J'adore ça et ça m'en prend. Par contre, enregistrer un podcast avec toi ou faire un live devant 300 personnes ou une conférence, ça me donne de l'énergie. J'en ressors, je suis sous adrénaline, tu vois. Et en fait, du coup, on peut moduler un petit peu ces journées. Je sais que je ne vais jamais me caler une journée où je fais 10 coachings dans la journée, quoi. Ça, c'est pas possible. Après, il faudra une semaine pour m'en remettre, quoi. Tu vois. Ouais, je comprends. Ok, bon, on va rester simple. Et j'avais lu un bouquin, c'est Why We Sleep de je ne sais plus qui, mais qui était vraiment super intéressant et qui donnait justement tous les paramètres qui influencent en fait notre sommeil et notre niveau d'énergie aussi du coup. Et bon, si les personnes qui veulent en savoir plus sur le sommeil, je vous recommande de lire ce bouquin. Mais c'est vrai. En ce moment, moi, c'est les écrans, je crois, qui me tuent le soir. Faut que j'arrête.
Ah non, mais TikTok avant de dormir, c'est plus possible. Hein. Ah non, Et ça, ça, c'est je te le dis, je le dis pour moi, mais. ouais, super. Bon, bah, merci pour le partage. Aline, où est-ce qu'on te retrouve? Comment est-ce qu'on te contacte si on veut travailler avec toi ou si on veut en savoir plus? Alors, le plus simple, je vais donner 2 liens. Si vous voulez les plans d'action, les stratégies, les trucs très détaillés où on vous prend par la main, c'est le podcast Je peux pas, j'ai business sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous voulez papoter avec moi, avoir un petit conseil ou faire un coucou, Instagram, Ok. qui est mon terrain de jeu. N'essayez pas de m'envoyer un message sur LinkedIn. Je mets littéralement, j'ai calculé ma moyenne de temps de réponse sur LinkedIn, c'est 50 jours. Ah ouais. Et vous n'avez pas vu, mais Ludo, il a fait les gros yeux. Donc, non, mais LinkedIn, j'y arrive pas. J'ai trop de messages, j'ai trop de notifs. C'est pas, enfin, j'y arrive pas. Donc, je laisse C'est pas ta tomber. plateforme. Mais Instagram, je réponds vite. Ok. Et ouais, pourtant, c'est la même chose, non? Enfin, je veux dire, les deux, t'as une messagerie, mais moi, c'est peut-être que t'es plus Oh, actif, quoi. ouais, en fait, je suis plus active sur Instagram de base. Et en fait, c'est pas la question de si Instagram, c'est LinkedIn. C'est plutôt la question de je peux pas être de partout. Ouais. Et je peux pas recevoir 200 messages sur Insta et 200 messages sur LinkedIn et tout gérer Ouais, chaque bah, jour, quoi, tu vois. Enfin, ouais, c'est clair. donc, au bout d'un moment, j'ai fait un choix. Avec une communauté comme la tienne, j'imagine que ça doit défiler aussi. Donc, ouais, c'est clair, t'as bien fait. Et beaucoup de gratitude pour ça. C'est vrai. Là, c'est bien de le souligner. Ok, bah, je mettrai tous les liens en description, donc allez-y. Le podcast, je recommande à 1000%. Aline en DM, bah, bien sûr aussi. Euh, Et j'ai une dernière petite question. C'est bah, déjà celle qui nous a permis de nous connecter. Et c'est qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur ce podcast? Ah, putain, j'ai pas préparé de réponse pour celle-ci. Un homme ou une femme? J'ai envie de dire une femme. Je vais dire Caroline Mignot. Ouais, le nom me dit quelque chose. Caroline Mignot qui a aussi un podcast qui s'appelle Marketing Square, Ouais. qui est une femme issue du milieu de la start-up et qui est de plus en plus présente dans notre petit monde des coachs, des infopreneurs, etc., qui est hyper, hyper inspirante de par son parcours, sa vision de l'entrepreneuriat, du marketing, etc. Je vois, j'ai déjà écouté des épisodes de son podcast, ça me parle. Cool, super. Merci beaucoup. J'irai la contacter. Bon, eh ben écoute, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir sur ce podcast. On a eu des belles bombes de valeur, des petits bottages de fesses comme il faut, et surtout une bonne énergie. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Merci pour ça. C'était chouette. Et merci à toi de ton invitation et de ta patience pour cet enregistrement. C'est vrai, On peut le on dire, va je le pense. dire. Je crois que j'ai demandé il y a 2 mois, Il y a 3 mois. 3 mois, ouais. Ouais. Donc Aline est très très prise et pour autant, elle tient ses engagements. Donc faut aussi le souligner. Alors, ce n'était même pas ma question de très prise, c'est que tu m'as écrit vraiment, je sortais du lancement de la BSB, Ouais. j'étais complètement vidée de mon énergie et tout, et quand tu m'as dit, est-ce qu'on peut enregistrer un épisode podcast, j'ai envie de dire, oui, mais pas tout de suite. Ouais. Et après, t'avais encore Franchement, d'autres choses, mais c'est clair. Il y a des priorités et ça, c'est aussi un point à souligner. Les priorités, c'est d'abord soi et ensuite le reste. Encore un point à prendre. jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on tire sur la corde. Super. Bon, bah pour les personnes qui sont encore avec nous jusqu'ici, et j'espère qu'il y en a, bah partagez l'épisode aux personnes à qui ça peut être utile. C'est toujours comme ça qu'on peut faire bénéficier les conseils et ainsi de suite. Donc sentez-vous libre de partager l'épisode et je vous dis à très vite. À plus. Ciao.